Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Écouter, regarder, être là. Dialogue entre deux chercheuses en anthropologie et en psychologie. Monique Robin, CERLIS, Université Paris-Descartes, CNRSUMR 8070, Bernadette Thillard, Professeur CIREL, Université de Lille 3. Ce chapitre est le fruit d'une rencontre entre deux chercheuses d'origines disciplinaires différentes à propos de leur terrain de recherche, qui les conduisent toutes deux au domicile des familles. Nous présentons l'état de notre réflexion sur l'articulation entre nos objets d'étude et les conditions d'exercice de l'enquête, et évoquerons les pratiques, savoir-faire et postures que nous avons développées l'une et l'autre lorsque nous avons été confrontés à ce terrain particulier. Nous avons souhaité rendre compte des développements de cette rencontre méthodologique sous forme d'un dialogue que nous avons intitulé « Écouter, regarder, être là ». L'écoute renvoie au problème classique de la méthode d'entretien qui peut être plus ou moins structurée. Le regard renvoie à la méthode d'observation qui peut elle aussi être aussi plus ou moins cadrée, plus ou moins participant. Mais ce qui nous intéressera le plus ici, c'est le « être là ». Qu'est-ce que cela entraîne d'être là, dans le territoire privilégié du chez-soi familial lorsque l'on est, l'une, une chercheuse en psychologie, l'autre, une chercheuse en anthropologie? Introduction, terrain et discipline. Aller vers les personnes que l'on souhaite rencontrer dans leur milieu de vie est au cœur du recueil des données tel que nous le pratiquons l'une et l'autre. Cette manière d'aborder la recherche est commune à plusieurs disciplines, celle dont nous sommes issus, l'anthropologie sociale pour Bernadette Thillard, la psychologie pour Monique Robin, mais également elle est pratiquée par des chercheurs d'autres champs disciplinaires comme celui de la sociologie compréhensive, des sciences de l'éducation, etc. Travaillant sur des objets voisins, nous avons l'une et l'autre développé une démarche compréhensive des familles nous conduisant à porter un regard élargi au contexte physique et institutionnel, dans lesquels les familles donnent naissance et éduquent les enfants durant leurs premières années de vie. Monique Robin. En ce qui me concerne, je me place du point de vue d'une chercheuse en psychologie s'appuyant sur plusieurs éclairages sous-disciplinaires. L'un est la psychologie du développement du jeune enfant, qui est ma discipline initiale, l'autre, plus récent, est la psychologie environnementale qui m'a particulièrement sensibilisée aux questions liées au cadre de vie résidentiel des familles, c'est-à-dire le logement, mais aussi ses alentours, quartiers, voisinage, ville. Mon champ d'étude porte sur les processus psychologiques de construction de la parentalité chez les femmes. Ma démarche vise à la compréhension du système familial dans son ou ses contextes de vie, en ayant recours aux entretiens, mais aussi à l'observation. Toutes mes recherches dans ce domaine se sont déroulées au domicile des familles. Mais le dosage des deux méthodes a évolué au fil des années puisque je suis passé d'une première phase, années 70, au cours de laquelle je pratiquais une observation très micro-analytique des interactions mère-nourrisson filmées en milieu naturel, maternité, domicile des familles, à actuellement, un recueil systématisé de récits de trajectoires biographiques et de pratiques quotidiennes des mères, recueillis par entretien, auquel s'ajoute une observation de L', espace naturel de la famille, en carin, voire en fin de chapitre. Ce basculement méthodologique qui s'est aussi caractérisé par le passage de méthodes quantitatives à des méthodes qualitatives ou mixtes, avait été amorcé lors d'une décennie de transition dans laquelle je faisais des recherches au domicile des parents de jumeaux, en quart 2. J'ai commencé à m'intéresser à l'environnement physique des enfants, leurs jouets, leurs vêtements, leur mobilier, qui pour moi ont vite constitué des indicateurs du processus de gémellisation-différenciation que j'étudiais, objets de décor, jouets, vêtements différents, en double exemplaire ou identiques de couleurs différentes par exemple. On peut dire que je suis passé de l'observation en milieu naturel de la première phase de mes travaux à celle du milieu naturel des phases suivantes. Je faisais donc déjà de la psychologie environnementale, sans le savoir. Bernadette Thillard. Je parle du point de vue d'une chercheuse en anthropologie sociale dont les axes de recherche concernent les relations entre d'une part les familles, d'autre part l'univers de la médecine, en quart 3, et du travail social, en quart 4. Autrement dit, la question des relations entre les familles et les institutions sanitaires et sociales est au centre de mes préoccupations. Je tente chaque fois que cela est possible de recueillir le point de vue des parents,
dans des contextes où l'asymétrie des positions tend généralement à occulter le point de vue des usagers, au profit de celui du discours de santé publique ou du travail social. Au travers des objets tels que la nomination de l'enfant, la préparation de la naissance et l'éducation reçue dans les familles, j'adopte une démarche de compréhension des questions de parenté et de parentalité en milieu populaire. L'observation participante, sans exclure l'entretien ou le recueil de données systématisées, constitue ma principale méthode de recherche. La notion de terrain en psychologie. Monique Robin. La notion de terrain est peu présente dans les écrits de recherche en psychologie. Centrant son objet d'étude sur l'individu et visant à expliquer son comportement, ses conduites, son activité mentale, la psychologie a longtemps ignoré l'individu en situation et les contextes de vie qui influencent son action. Dans le domaine de la psychologie développementale du nourrisson qui a pris un essor important dans les années 70, la majorité des recherches se sont appuyées sur des paradigmes expérimentaux, Baudonnière, 1985. Si la valeur indiscutable des savoirs acquis par l'observation en situation naturelle, des comportements spontanés, telle qu'elle a été pratiquée par les pionniers de la discipline, Gesell, Wallon, Piaget, était reconnue, le recueil de données en situation naturelle, maternité, crèche, domicile familial, était fortement suspecté d'avoir une faible validité scientifique. Les conditions par rapport aux phénomènes observés ne permettent pas d'isoler par variation systématique les facteurs qui contraignent le phénomène. L'interprétation demeure largement intuitive, même si lorsqu'elle est le fait d'un observateur talentueux, cette intuition peut ouvrir des voies de recherche fructueuses. Bresson et de Schoenen, 1985, page 94. Ce choix des chercheurs en psychologie de privilégier les méthodes expérimentales et quantitatives a donc fortement contribué à leur faire délaisser le recueil de données dans les contextes naturels. Néanmoins, les questionnements concernant l'environnement de l'enfant ou ses milieux de vie faisaient partie de leurs préoccupations. Les premiers travaux des psychologues des années 50 se sont centrés sur la recherche des déterminants psychosociaux et familiaux, pouvant expliquer certains aspects du développement moteur, cognitif et socio-émotionnel. Ces recherches faisaient référence au milieu de l'enfant, considéré comme le cadre global dans lequel il se développe, on peut dire auquel il est exposé, milieu qui était étudié tant au niveau macrosocial, recherche sur l'impact du milieu socio-économique et éducationnel de la famille, qu'au niveau microsocial, effet des comportements parentaux. Les caractéristiques des milieux de vie de l'enfant étaient donc considérées comme des variables psychosociales susceptibles de favoriser ou d'entraver son développement, même si le courant interactionniste des années 70 avait mis l'accent sur la nature bidirectionnelle des relations entre l'enfant et son environnement. Cet environnement étant conçu comme l'ensemble des événements inanimés, animés et sociaux constitutifs du cadre dans lequel évolue l'organisme. Pomerleau et Malcuit, 1983, page 5. Mais le cadre de vie quotidien de l'enfant et de sa famille n'était pas dans ces approches considéré comme un terrain et était rarement mentionné. Deux courants de recherche qui avaient pris leur essor dans les années 70 ont fait évoluer son statut, celui de l'éthologie humaine ou éthologie sociale, et celui de la psychologie écologique. S'inspirant des méthodes développées en éthologie animale par Lawrence, l'approche éthologique se caractérise à la fois par l'utilisation systématique de l'observation directe des comportements humains et par une conceptualisation biologique des activités humaines. Strayer et Gauthier, 1985, page 45. Il s'agissait de décrire des comportements observés en situation naturelle en termes de mouvement et d'activité, sans en avoir défini a priori la liste. Les chercheurs en psychologie de l'enfant se référant à ce paradigme, se sont alors déplacés des laboratoires vers les lieux de vie habituels de l'enfant. Crèche, domicile, école. Voir l'ouvrage de Tremblay, Provost et Strayer de 1985, à propos des concepts, des méthodes et de quelques-uns de leurs champs d'investigation. Mais si l'approche éthologique appliquée à l'étude du comportement humain a permis de gagner en validité écologique, il s'agissait toujours de décrire, compter et mesurer, sans d'une part que l'observateur ne s'attarde à inférer la présence de motivation, intention ou émotion sous-jacente. Strayer et Gauthier, 1985, page 45,
et sans que l'on s'interroge sur les interactions entre le comportement et son contexte plus large. C'est l'essor de la psychologie écologique qui a permis d'avancer sur ce deuxième point, en portant un intérêt grandissant à l'environnement physique comme facteur influençant le comportement. Les notions de site et de système ont permis de placer l'unité personne-environnement au cœur des analyses de la psychologie environnementale. C'est en particulier le cas du modèle des sites comportementaux, Behavior Setting de Barker, 1968, selon lequel l'environnement est considéré comme un lieu où sont déployés certains types de comportements. L'accent est mis sur l'importance des caractéristiques structurelles de la situation ou du site, école, crèche, aire de jeu, pour observer les comportements de l'enfant. On s'intéresse par exemple à l'éclairage, au type d'équipement, à la disposition plus ou moins structurée des espaces. C'est aussi le cas du modèle écosystémique du développement humain de Bronfenbrenner, 1977, qui met l'accent sur le rôle des différents contextes de vie de l'enfant et de sa famille sur les processus de développement. Les recherches réalisées dans cette perspective s'intéressent surtout au rôle de la famille, de l'école, des contextes de travail des parents et de la culture, alors que le rôle de l'environnement physique est considéré seulement de façon indirecte. Néanmoins, la perspective de Bronfenbrenner a beaucoup influencé les modèles récents de la psychologie environnementale et ceux de nombreuses autres disciplines qui s'intéressent à la complexité de l'être humain en situation. On voit que pour la psychologie environnementale, le terrain fait partie de l'objet d'étude. Si je me limite aux travaux sur le logement, celui-ci est abordé comme structurant les relations familiales parents-enfants et les rôles sexués entre conjoints. Ainsi, l'usage des pièces et les activités qui s'y déroulent sont liés aux besoins territoriaux des membres de la famille et s'inscrivent dans une dialectique intimité-sociabilité, Hunter 2000. Ils permettent également d'analyser, par exemple, comment l'assimilation traditionnelle du féminin à la sphère privée se modifie sous l'effet des transformations sociétales, Tognoli, 1980. L'étude du chez-soi rend compte de l'articulation entre le rapport du privé à la société. Le choix des objets de consommation et de décor, des aménagements intérieurs et extérieurs est considéré comme autant de marqueurs de l'identité personnelle, sociale et culturelle de l'habitant, Serfati-Garzon 2003. Enfin, pour en revenir à la référence à la notion de terrain dans les recherches en psychologie, je soulignerai qu'au rôle joué par les paradigmes épistémologiques de l'éthologie humaine et de la psychologie écologique, s'ajoute le renouveau récent des méthodes qualitatives en psychologie. Cet intérêt croissant pour les réalités et contraintes de l'homme concret en situation, Delfosse et Rouen, 2001 page 1, dans les années 80, a été influencé par l'ouverture des psychologues à d'autres champs disciplinaires des sciences humaines et sociales telles que l'anthropologie, la sociologie, les sciences de l'éducation, pour qui le recueil des données sur le terrain d'enquête faisait partie des pratiques quotidiennes des chercheurs. Je reviendrai un peu plus tard sur les caractéristiques des méthodes d'investigation qualitative, mais retenons déjà leur préférence pour les terrains où l'on peut observer les personnes dans leur propre territoire, Silverman, 1993, cité par Rouen et Pedinelli, 2001, page 43, ainsi que leur affirmation d'une nécessaire prise en compte des contextes de vie des sujets, Van der Maren, 1995. La notion de terrain en anthropologie sociale et ethnologie. Bernadette Thillard. Contrairement à la psychologie, le terrain est un des fondamentaux de l'anthropologie sociale. Selon la définition de Monder-Kilani, l'anthropologie se présente et se définit comme la science des diversités culturelles et sociales et de façon générale comme la science de l'homme en société. Kilani, 1989, page 20. Conformément à l'énoncé de cette définition, la diversité culturelle se décrit dans les temps de l'ethnographie et de l'ethnologie, préalable au travail anthropologique. Comme le souligne Claude Lévi-Strauss, il s'agit de 3 moments différents du travail de recherche. Ethnographie, ethnologie et anthropologie ne constituent pas 3 disciplines différentes ou 3 conceptions différentes des mêmes études. Ce sont en fait 3 étapes ou 3 moments d'une même recherche et la préférence pour tel ou tel de ces termes exprime seulement une attention prédominante tournée vers un type de recherche qui ne serait jamais exclusif des 2 autres. Lévi-Strauss, 1958, page 388. C'est à cette première étape, l'ethnographie, que nous nous intéressons ici en évoquant le terrain.
Le terrain est la phase initiale de la démarche anthropologique. Il s'inscrit dans un espace géographiquement limité. La démarche anthropologique prend comme objet d'investigation des unités sociales de faible ampleur à partir desquelles elle tente d'élaborer une analyse de portée plus générale, appréhendant d'un certain point de vue la totalité de la société où ces unités s'insèrent. Auger, 1979, pages 197 à 198. La taille de l'aire couverte par l'ethnographe n'est jamais clairement précisée, mais disons qu'elle doit permettre de voir, de revoir, d'être vu, revu, reconnu dans l'espace de temps réservé à l'immersion. Pour donner une idée, cela peut être un village en zone rurale ou un quartier en zone urbaine. Le terrain est aussi l'étape initiatique du chercheur qui souhaite s'inscrire dans la discipline. Pas d'ethnographe, pas d'ethnologue, ni d'anthropologue sans terrain basé sur le principe d'une alternance entre proximité du travail sur le terrain, aussi nommée immersion ou observation participante, et distance de l'écriture. Que part donc observer l'ethnographe quand il va à la rencontre d'un groupe ? La tâche est sans limite si on considère que l'ethnologue s'intéresse surtout à ce qui n'est pas écrit, non pas tant parce que les peuples qu'il étudie sont incapables d'écrire, que parce que ce à quoi il s'intéresse est différent de tout ce que les hommes songent habituellement à fixer sur la pierre ou sur le papier. Lévi-Strauss, 1958, page 33. Responsable de prélever non seulement les objets et les traces tangibles de l'activité sociale, l'ethnologue est donc invité à rendre compte des allants de soi de la vie locale. Cette ambition colossale est cependant inversement proportionnelle au nombre de livres consacrés à la méthodologie. Pour l'apprenti, la méthodologie de terrain se lit d'abord entre les lignes des récits ethnographiques et ethnologiques. Il revient à l'étudiant de reconstituer, à partir des écrits, la nature des matériaux initiaux nécessaires à cette rédaction. Souvent rejetés en notes de bas de page, les conditions de recueil des données seront plus imaginées que formulées. La formation se pratique également sous la forme d'une transmission orale, à l'occasion des enseignements. Parfois, s'y ajoute une transmission écrite prenant la forme d'opuscules proposés par les auteurs, le plus souvent distincts du rapport d'étude. Enfin, quelques étudiants auront la chance de participer à des recherches collectives organisées dans le cadre de leur formation, Cefaï 2002, Weber 1987. Si dans les années 80, il existait peu de livres de méthodologie, à partir des années 90, plusieurs auteurs ont contribué à exposer la méthode ethnographique, ses savoir-faire, ses questions éthiques et la nécessaire auto-analyse qui devrait l'accompagner. Laplantine 1993, 1996, Beau et Weber 1997, Weber 2009. Il convient de souligner que cette méthode ethnographique n'est pas l'exclusivité des anthropologues, mais qu'une part importante des chercheurs en sociologie partagent cette méthodologie. En effet, se référant à la sociologie interactionniste nord-américaine, nombre de travaux utilisent la notion de fieldwork, Cefaï 2002, qui renvoie au recueil de données empiriques par les méthodes d'observation des enquêtés dans leurs situations ordinaires. Avec le recul des travaux sur des sociétés lointaines et l'avènement d'une anthropologie des sociétés contemporaines, les frontières disciplinaires qui séparaient l'anthropologie sociale et la sociologie qualitative se sont estompées au moins du point de vue méthodologique, les concepts et les objets d'étude restant distincts. Florence Weber interroge la pertinence de ces répartitions disciplinaires, invitant à l'émergence de regroupements plus pertinents. L'ethnographe a pu servir de médiateur entre sociologues et anthropologues, en attendant que la division institutionnelle des disciplines académiques s'efface pour laisser la place à des découpages scientifiques plus pertinents, qui organisent le regroupement de spécialistes dotés de compétences méthodologiques diverses autour de thématiques pluridisciplinaires. Weber 2009, page 5. La thématique qui serait alors la plus proche de mes préoccupations serait celle de l'éducation de l'enfant en milieu populaire, et des interventions sociales auprès des familles. Dans le champ de l'éducation de l'enfant, je ne tenterai pas ici de réaliser une revue de la bibliographie sur le sujet. Je me contenterai donc de préciser les différents auteurs qui ont marqué mon parcours de formation et de recherche. Les écrits de l'anthropologie culturelle concernant des terrains exotiques, Kubi et al. 1994, l'allemand et al. 1991, Massard-Vincent et al. 1999, Rabin 1979, Bonnet et Pourchet 2007,
ont largement contribué à construire comme objet des pratiques sociales pouvant être comparées à celles existant en France jusqu'au milieu du XXe siècle, Lou 1978, 1990 Verdier 1979, Zonabend 1990. Ces objets sont considérés du point de vue des croyances, des savoirs et des savoir-faire locaux en restituant les pratiques dans une économie symbolique, les reliant à l'ensemble du contexte social. Par ailleurs, ces éléments d'hier et d'ailleurs interrogent les pratiques actuelles de l'Occident. Cette perspective est peu développée, mais j'ai tenté une telle approche à l'occasion de ma thèse sur la naissance dans des familles du quartier de l'île Moulin. En effet, certes les savoir-faire ont été passés au rouleau compresseur de la médicalisation, mais la médicalisation, associée à l'inventivité des familles, reconstitue des pratiques remplissant les mêmes fonctions symboliques, recomposant une ritualisation de la naissance de l'enfant. Les interdits et les préconisations à l'occasion de la grossesse, de l'accouchement, de l'allaitement, du bercement, du coucher, de l'alimentation du jeune enfant, de la prévention, de l'apprentissage de la propreté, de la nomination, ainsi que les pratiques rituelles à la naissance et durant la petite enfance sont autant de points qui méritent d'être considérés, formulés non plus seulement du point de vue médical, mais du point de vue anthropologique, c'est-à-dire de leur rôle d'intégration de l'enfant dans sa famille et dans son environnement. L'approche culturelle a néanmoins tendance à gommer les équilibres sociologiques, revenus des parents, appartenance de classe, considérant les pratiques observées comme valables pour un lieu donné. Par ailleurs, dans le cadre de notre dialogue interdisciplinaire, signalons que ce courant de l'anthropologie culturelle est assez proche de la psychologie anthropologique, Brill et al., 1999, Brill et Paradayan 2008, Stork 1993. Le plus souvent articulé à une approche culturelle, les écrits concernant l'anthropologie de la parenté ont adopté une perspective plus structuraliste, tentant de répondre à la question « À qui appartient l'enfant ?» Saladin d'Anglure, 1977, Vernier 1998, Lallemand 1993. Dans ce courant de pensée, la question oblige à considérer les équilibres de l'alliance et donc à prendre en considération les enjeux de pouvoir entre les lignées, entre les conjoints. Les travaux en résultant sont donc plus sensibles au contexte géographique, économique et politique. Par ailleurs, ces écrits montrent la grande souplesse dont les sociétés font preuve pour subvenir aux besoins des enfants, considérant les aspects biologiques mais ne s'y arrêtant pas. Les pratiques de fosterage donnent ainsi la possibilité de faire élever, au moins partiellement, un enfant par une autre famille. Enfin, plus récemment, cette appartenance de l'enfant est vue dans le contexte d'un monde globalisé. Cette perspective interroge simultanément les pays lointains et les sociétés occidentales, au travers des déplacements d'enfants en vue de l'adoption. De plus, elle concerne les systèmes de protection de l'enfance en tant qu'éventuels pourvoyeurs d'enfants adoptables et en tant que médiateurs entre les instances du pays d'origine et les familles susceptibles d'adopter. Aussi l'analyse des rapports institutionnels et les équilibres économiques, politiques et médiatiques ne peuvent être occultés dans ces travaux. Cadoret, 1989, 1995, Cardarello 2009, Fonseca 2000, Goubeau et Ouellette, 2006, Jablonska 2007, Leblic 2009, Ouellette, 1995-2000, Ouellette et Goubeau 2009. L'ethnographie avec la notion de terrain a pour tradition d'aller vers la société à étudier, de se déplacer vers ses informateurs. C'est ce que nous voulons souligner, au moment où nous envisageons ce que ce mouvement provoque dans la relation entre enquêteurs et enquêtés. La position du chercheur modifiée. Bernadette Thillard. Le recueil de données en contexte de visite à domicile modifie la nature de la relation qui prévaut habituellement entre le chercheur et son informateur. Dans l'expérimentation, la famille en acceptant de participer se soumet au protocole sur un terrain fixé par le chercheur, crèche, école, laboratoire. Le parent qui répond à un questionnaire suit la formulation choisie par son rédacteur. Or, dans une démarche ethnographique menée à domicile, c'est le chercheur qui se soumet au moins pour partie aux conditions de l'expérience. Cherchant son chemin, l'entrée, la sonnette, il accepte le stress que lui impose l'accès à l'autre. Il dépend de son interlocuteur pour le guider lors de la prise de rendez-vous, et ainsi pour l'aider à anticiper sur les difficultés d'un étranger cherchant son itinéraire. L'habitant est expert de son environnement.
les travaux, les difficultés de stationnement, le code d'accès. Il baigne dans son univers et est en position de faciliter ou non l'accès du chercheur. Il n'est pas rare que dans ces circonstances, le chercheur perde de sa superbe. En tout cas, le rapport entre le chercheur et l'enquêté se trouve revisité par la démarche du chercheur vers son interlocuteur. De même, que la qualité de la signalisation routière dans le quartier renseigne sur sa fermeture ou son ouverture vers l'extérieur, la présence d'obstacles informe sur les protections de la famille vis-à-vis de l'extérieur. L'absence de nom sur la sonnette qui ne fonctionne pas, l'absence de réponse au coup de sonnette, la boue, les chiens, la langue d'usage dans la famille, sont autant d'éléments qui constituent des obstacles à franchir pour mériter la rencontre. Enfin, le rideau bouge, on distingue une silhouette, mais la porte aujourd'hui restera close. Je vais faire un tour dans le quartier, je reviens, il n'y a toujours personne. De guerre lasse, je passe prendre un café au bistrot du coin et je fais la rencontre tant attendue au moment où je n'y croyais plus. La conversation commence là, puis la dame m'invite à continuer notre propos chez elle. Une fois sur place, il n'est pas rare qu'on vous fasse comprendre que vous n'êtes pas chez vous. Ici, lors de la deuxième rencontre, la mère de famille s'oppose à la prise de notes et menace de me mettre à la porte si je ne peux m'en passer. Je comprends plus tard qu'elle me soupçonne d'être l'oreille du service de protection de l'enfance. Là, la présence des chiens aboyant et sautant sur moi me rappelle chaque fois mon statut d'étrangère qui doit demander l'aide des parents pour maintenir le fauve, qui m'arrive à la taille et ne répond que très partiellement aux injonctions de ses maîtres. Bref, la chercheuse est en quête d'hospitalité avant d'être en quête d'information. Reconnaissante devant la porte ouverte et le café servi, une autre phase du travail commence. Durant la période de recueil de données, l'enjeu est aussi le maintien dans telle ou telle famille. Ceci va nécessiter de développer des stratégies d'entretien de la relation, des signes discrets de remerciement, une plaque de chocolat, un cadeau peu onéreux mais signe d'une attention particulière à l'occasion de l'anniversaire du petit, un objet que vous arborez et dont votre interlocutrice a envie, rendre des services, faire preuve de disponibilité pour permettre qu'entre différentes occupations, votre interlocutrice parvienne à vous accorder quelques minutes de tête-à-tête, à moins que ce ne soit au cours des apostrophes. Une activité commune que certaines questions soient abordées. L'entretien de la relation suppose que l'ethnographe paye de sa personne. Au cours de la thèse, ce fut principalement ma voiture, une voiture familiale avec un grand coffre qui servit de transaction avec l'une de mes interlocutrices privilégiées. Elle servit dans des situations où j'appris beaucoup. Je participais au déménagement de la grand-mère maternelle. Je percevais que malgré le passé familial douloureux de la mère chez ses parents, elle gardait un réel attachement à sa mère et participait aux solidarités familiales envers elle. Je conduisis la famille sur la côte pour une semaine de vacances dans un village de vacances familiales qui rassemblait beaucoup de familles bénéficiant des mêmes aides de la CAF, situé à quelques kilomètres de Calais, où déjà à l'époque beaucoup de migrants cherchaient à rejoindre le Royaume-Uni. La voiture servit aussi à l'approvisionnement de la famille. Je fis alors la découverte de chaînes de magasins hard discount des alentours, et je testais la qualité médiocre des produits, mais aussi leur coût réduit en faisant mes courses en même temps que la famille faisait les siennes. Avec cette dame, nos relations se poursuivirent jusqu'à son déménagement hors du quartier. Cependant, il est essentiel que les personnes enquêtées comme les informateurs privilégiés sachent que l'enquête aura une fin, et qu'a priori vous ne vous engagerez pas nécessairement au-delà de cette échéance. Pour l'enquête sur les relations famille-TISF, j'avais instauré pour les besoins de l'étude un entretien formalisé avec chaque protagoniste, interviewé en l'absence de l'autre. Je rencontrais donc la TISF chez elle, dans une salle de l'association ou au café du coin. D'autre part, je prenais rendez-vous avec la famille en dehors des heures de présence de la TISF avec parfois quelque appréhension car il allait falloir faire face aux chiens, sans l'aide de la TISF. Ces moments marquaient la fin de mon investissement dans cette famille. Malgré la demande de certaines familles, je soulignais qu'il s'agissait du terme de ces rencontres. En revanche, j'ai poursuivi les relations pendant un certain temps après l'enquête avec 2 informatrices privilégiées de l'enquête sur la naissance. Pour l'une, les rencontres se sont espacées progressivement jusqu'à son déménagement, pour l'autre, des relations régulières se poursuivent encore à ce jour. Monique Robin. Pour une psychologue,
Ces éléments de la relation chercheur-enquêté prennent un sens à la lumière des processus transférentiels contre-transférentiels mobilisés dans toute situation duelle. Selon Marbeau-Clairin, 1983, le transfert est la répétition d'une relation d'objet du passé à l'égard d'une personne présente. Il s'agit d'un processus psychique totalement inconscient, page 59. Le contre-transfert est l'ensemble des réactions inconscientes du clinicien à la personne de son interlocuteur, et plus particulièrement au transfert de celui-ci, page 51. Je reviendrai plus loin sur la question de l'implication émotionnelle du chercheur, et me contenterai de souligner ici que lorsque la situation d'enquête se déroule au domicile des familles, et donc dans son quotidien, les liens qui se nouent entre les deux interlocuteurs s'organisent souvent autour des activités, des gestes et des objets de la vie de tous les jours. Les ethnologues tranchent. L'observation est participante par posture épistémologique et suppose le partage du quotidien avec les sujets d'enquête. Les psychologues, quant à eux, cherchent à trouver la bonne distance. Soucieux d'établir et de maintenir une relation suffisamment bonne avec les sujets pour permettre le déroulement de son travail, tout en respectant les règles déontologiques de sa profession, mais évitant de s'engager dans une relation d'aide qu'il ne pourra assumer par la suite du fait de son statut, le chercheur psychologue accepte de donner de sa personne à minima. S'il m'est arrivé de donner un coup de main à certaines mères d'enfants multiples débordées dans les situations d'urgence où les enfants pleuraient en même temps, en abandonnant mes outils de chercheuse, bloc-notes et appareil photo, pour donner un biberon et opter provisoirement pour un semblant d'observation participante, ces gestes sont restés rares et ponctuels. Par contre, j'ai pris l'habitude d'envoyer aux parents certaines photos des enfants prises lors de ma visite à leur domicile, ou de leur apporter lors de la rencontre suivante dans les familles où je revenais plusieurs fois. Remerciements, cadeaux au service du maintien de la relation, ces photos constituaient le lien qui permettait de renouer notre dialogue. De même, les cafés offerts par les parents, avant ou après la situation de recherche proprement dite, ont été acceptés comme rituel social, mais aucune famille n'a proposé d'aller plus loin et de partager avec moi son repas. Recueil de données, difficultés ou atouts ? Bernadette Thillard. Des difficultés évidentes ou des désagréments se présentent dans la recherche à domicile. Le temps perdu car la porte reste close. La présence de la télévision ou de la radio, que l'on hésite à demander d'interrompre. La présence des enfants qui supportent mal de partager l'intérêt de leurs parents avec moi, cherchent donc à attirer l'attention des parents pendant l'entretien, ou qui, après une phase d'hostilité, m'adoptent et montent sur mes genoux tentant d'attraper le magnétophone. Le flou autour de S, personne S rencontrée S. Vient-on pour partager un moment avec la mère, le père, les enfants ou l'ensemble du foyer ? La présence d'une tierce personne inattendue, parfois très accaparante ou gênante, grands-parents, voisins, etc. Les interruptions par le téléphone ou les visites. L'habitat inadapté pour permettre l'entretien. Manque de pièces, organisation et occupation spatiale du logement ne respectant pas l'espace nécessaire à l'émergence d'éléments touchant à l'intimité. Désagrément du chercheur en contact avec des conditions d'insalubrité, de problèmes d'hygiène ou d'atmosphère enfumée. Ces éléments conduisent à allonger le temps de présence strictement nécessaire pour un entretien. Cependant, à bien y regarder, ils constituent autant d'éléments d'information qui prennent sens quand ils se conjuguent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.